Bonjour, je m'appelle Amandine Gay, je suis la réalisatrice d'une histoire à soi. Le film sort en salle le 23 juin. Une histoire à soi, c'est le portrait de 5 personnes qui ont été adoptées à l'international. Et c'est un film d'archives, donc un film qui est entièrement constitué de leurs archives personnelles. Et donc au travers de leur récit de vie, c'est un portrait politique et intime de l'adoption internationale. C'est vraiment de montrer aussi qu'il y a eu une évolution dans le discours sur l'adoption, dans la façon dont on se le représente dans l'espace public. Mais c'est aussi pour montrer une forme de décalage entre ce que peut être la perception de personnes qui ne sont pas forcément touchées par le phénomène ou des institutions, et puis la perception des personnes adoptées. Donc quand on commence avec l'archive sur la Fondation de Vie au début du film et qu'on entend que le discours à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de promouvoir l'adoption pour lutter contre l'avortement et l'infanticide, on se rend compte que c'est aussi un discours qui fait complètement disparaître d'une certaine façon les mères de naissance et les personnes adoptées. Dans une perspective qui ne centre pas les personnes adoptées ou les familles de naissance, on peut complètement les faire disparaître du discours, alors que juste après, nous, on juxtapose ce discours-là avec la lettre qu'une des participantes du film a écrite à sa mère de naissance pour montrer justement que parfois dans le discours public sur l'adoption, il y a tout un pan de la conversation qui a disparu. Ça donne aussi une dimension assez nostalgique parce qu'on est quand même sur des personnes qui ont été adoptées entre les années 60 et les années 90, et donc c'est aussi toute une esthétique avec les photos argentiques, etc. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment intéressant d'essayer d'avoir un espèce de patchwork mix média, d'avoir quelque chose qui nous plonge vraiment dans une époque aussi visuellement, et puis de réfléchir à comment est-ce qu'on raconte l'histoire au niveau audio, et donc de se départir un peu des clichés du film d'archives en n'ayant pas une voix off didactique écrite en amont qui serait très explicative sur l'adoption internationale, commence après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais de vraiment se baser sur le récit des participantes et ensuite de voir quel type de décalage et de rythme on peut créer justement entre ce que les participantes racontent et leurs archives ou les archives de la télévision. Donc parfois on est dans un montage qui colle vraiment au propos, et parfois au contraire on essaie de trouver de la poésie ou un décalage où on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'illustrer ce qui est dit, mais plutôt de pouvoir plonger encore un peu plus profond dans l'histoire des participantes. L'intérêt pour une histoire à soi, c'est qu'effectivement, au-delà de l'adoption par les adoptés et donc d'un récit situé sur cette pratique, on est vraiment sur un enjeu universel qui est la famille. Donc qu'est-ce que faire famille aujourd'hui? Qu'est-ce que la construction identitaire d'une personne qui navigue entre plusieurs familles, entre plusieurs identités, entre plusieurs cultures? Et puis justement, est-ce qu'on peut avoir par exemple plusieurs parents? Donc à l'heure des familles monoparentales, à l'heure des familles recomposées, à l'heure de l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes, et on espère un jour aux personnes trans, aux femmes seules, etc. Toutes ces questions de comment faire famille, qui a le droit de faire famille, dans quelles conditions on peut faire famille, ça je pense que c'est très très universel. Ce film fait partie d'une espèce de conversation globale qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. On voit aussi les personnes adoptées qui s'organisent pour demander des commissions d'enquête parlementaire sur la légalité des adoptions qui ont eu lieu depuis les années 70 en France, des adoptions à l'international. Et donc je pense que ça fait partie d'un mouvement plus global de réappropriation de la narration et d'aller questionner les institutions et de remettre en question aussi les préjugés ou les idées préconçues sur l'adoption. On invite à repenser le statut des enfants dans la société, et donc par exemple la question du consentement. On se rend compte dans le film que justement la question du déplacement forcé, de la migration forcée, c'est une question de consentement. Est-ce qu'on demande aux enfants s'ils ont envie de venir vivre en France? C'est très rare qu'on leur demande, et c'est encore plus rare que ce soit elles et eux qui demandent à quitter leur pays. C'est le cas d'un des participants du film, mais c'est seulement 1 sur 5. Donc ça, je pense que ce serait une façon d'améliorer l'adoption, ce serait de considérer les enfants comme des petites personnes qui ont donc leur mot à dire dans ce qui leur arrive, et donc à qui on demande s'ils souhaitent être adoptés, s'ils souhaitent être déplacés d'un pays vers un autre, comment est-ce qu'ils aimeraient que leur adoption se passe quand elle a lieu. Une autre façon aussi d'aborder l'adoption en centrant les besoins des personnes adoptées, c'est de ne pas avoir peur d'aborder les questions raciales frontalement. Et donc c'est sûr que dans un pays comme la France où il y a des tabous sur les questions raciales, est-ce que des personnes blanches sont bien préparées à accueillir un enfant noir qui aura par exemple besoin d'un certain soin pour ses cheveux? Et donc est-ce qu'ils savent où se situent les salons afro? Est-ce qu'ils ont des personnes noires dans leur entourage qui pourraient les aider à coiffer leurs enfants et à se renseigner sur comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc l'accompagnement des enfants racisés dans les familles blanches, qui est un accompagnement pas simplement idéologique et théorique
de leur donner la fierté et une vision positive de leur identité, mais aussi un accompagnement très concret qui est par exemple le soin des cheveux, le soin de la peau, etc. Ça, c'est encore une chose qui peut être faite pour améliorer le sort des personnes adoptées. La dernière chose, je pense, qui pourrait aussi complètement aider les personnes adoptées dans la société, ce serait vraiment qu'on repense ce qu'est la famille. C'est-à-dire qu'on reste quand même encore aujourd'hui dans une vision très biologisante de la famille et une vision aussi très occidentale d'exclusivité parentale, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut être que la propriété d'une certaine façon que de 2 personnes. Or, les personnes adoptées ont de fait 3 ou 4 parents parce qu'elles savent qu'elles ont des parents de naissance, elles ont les parents qui les élèvent, qu'elles sont dans une famille monoparentale, dans une famille avec 2 parents. Et donc cette idée de pouvoir avoir plusieurs parents, cette idée que la famille, ça ne se réduit pas au lien du sang comme on dit, etc. Si c'était plus diffusé et plus communément admis, personne ne demanderait à des enfants dans la cour de l'école quand ils ont 4-5 ans « Ah mais ils sont où tes vrais parents ?» Et donc ça aussi, ça demande un travail dans la société en général de déconstruire ce qu'est la famille et ce qu'est la filiation. Le mois des adoptés, c'est un événement que j'ai créé en 2018. La première édition, elle a eu lieu en 2018. Et c'est justement aussi pour proposer des solutions puisqu'elles ne sont pas encore mises en place au niveau institutionnel. Donc l'idée, c'était autant de promouvoir les créations des personnes adoptées. Donc pendant le mois des adoptés, on va avoir des expositions photos, des projections de films, toutes sortes d'œuvres généralement réalisées par des personnes adoptées qui vont être présentées dans différents lieux. En région parisienne, on organise le mois des adoptés au Maïs Social Club. Donc ça nous permet d'avoir un lieu où on fait tout. Et donc on fait aussi des tables rondes où on va justement essayer de créer des ponts autour de différents sujets qui peuvent ne pas sembler liés de prime abord. Donc par exemple, lors de la dernière édition du mois des adoptés, on a eu une table ronde sur les enjeux croisés de la naissance sous le secret et du don de gamètes anonymes. Et donc voilà, ça c'est une façon de créer des conversations plus larges autour de l'adoption. Et puis on a aussi des activités justement à destination des enfants. Donc par exemple, une des activités qu'on a mis en place avec le salon OJ Maison de la Presse, c'est justement apprendre à s'occuper des cheveux frisés et crépus pour les personnes qui n'ont pas les cheveux frisés et crépus elles-mêmes, ce qui permet aussi des rencontres, puisque ça peut être le cas dans des familles adoptantes, mais ça permet tant à des familles adoptantes qu'à des couples mixtes d'apprendre à s'occuper des cheveux crépus et frisés de leurs enfants. Donc voilà, on essaye d'avoir un panel d'activités qui vont autant intéresser les personnes adoptées adultes que les personnes adoptées enfants, que leurs familles, pour justement faire progresser le bien-être des personnes adoptées et puis faire aussi progresser la conscience et la conversation politique autour de l'adoption. Depuis 2014, en fait, et le moment où j'ai commencé à travailler sur Ouvrir la voie, c'était aussi un film qui s'inscrivait dans un mouvement plus global, puisque dès 2012, en France, arrivent les premiers blogs afroféministes en français. Donc je pense à Miss Dreadful, Mrs. Roots, Mani Chronique, etc. Il y a eu voilà, tout un mouvement. Moi, j'écrivais dans Slate. Il y a eu plusieurs événements, les protestations contre la pièce de théâtre Exhibit B. Voilà, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait qu'on a pu, on va dire d'une certaine façon, commencer à se faire entendre dans l'espace public. Et donc le film a permis aussi d'être un catalyseur autour de ces enjeux-là, des personnes de se rencontrer, etc. Je dirais qu'il y a comme 2 niveaux, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement on se fait beaucoup plus entendre ces dernières années. Il nous est plus facile d'investir l'espace public, justement grâce entre autres à Internet. Par contre, là où je dirais que je vois moins de changements, c'est en termes institutionnels. Est-ce que les rédactions de médias, par exemple, embauchent en CDI des femmes noires de façon plus nette depuis 2014 qu'aujourd'hui? Et en fait, la réponse, c'est non. Je pense justement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, tant dans le milieu universitaire, dans le milieu médiatique, etc., pour transformer cette prise de parole publique en un vrai changement concret. La situation progresse, mais en termes de vraiment de changement dans la vie des femmes noires, est-ce qu'elles trouvent plus facilement du travail? Est-ce qu'elles ont plus facilement accès au logement? Est-ce qu'elles vivent moins de discrimination au quotidien? Je ne suis pas certaine que ce soit la révolution entre 2014 et aujourd'hui. Le premier film que je recommanderais à tout le monde sur l'adoption, qui est en fait l'adaptation d'une BD de Jung, ça s'appelle Couleur de peau miel. En fait, c'est une série de BD, alors je ne sais plus s'il y a 4 ou 5 tomes. Donc Jung, c'est un auteur de BD et un adopté de la Corée du Sud. Après le très grand succès qu'a rencontré Couleur de peau miel en BD, ça a été adapté en film d'animation. Et c'est un film d'animation qui mélange aussi ses archives personnelles. Et donc voilà, c'est un film qui est assez cher à mon cœur, tant par les thématiques. Moi, j'ai adoré Couleur de peau miel quand on me l'a offert en BD. Et j'ai aussi adoré le film. En fiction, moi, mon film préféré sur l'adoption, mais c'est aussi parce que c'est un film qui centre une femme noire, c'est Secrets and Lies, donc qui a interprété le rôle d'Hortense par Marianne Jean-Baptiste, qui est absolument une actrice incroyable. C'est un film de Mike Leigh.
Et donc c'est l'histoire d'Hortense, qui est une jeune femme adoptée en Angleterre, qui a été adoptée dans une famille noire, et qui, quand ses parents décèdent, une fois qu'elle est adulte, décide de rechercher sa famille de naissance. Et donc, au cours de ses recherches, elle va découvrir que sa mère est blanche. Et donc, c'est un film qui aborde autant les questions identitaires, mais aussi les rapports de classe, parce que Hortense a été adoptée plutôt dans une famille de classe moyenne, et elle découvre que sa mère vient d'un milieu extrêmement populaire. Et c'est un film qui est très fin, qui m'émeut beaucoup. Je le regarde, je pense, une fois par an. Et puis, c'est vrai que de façon contemporaine, il y a Pupille, qui est sorti en 2018, il me semble, qui est un film de Jeanne Herry. Et j'ai été vraiment contente de le voir parce que j'ai trouvé que justement, pour une fois, ça essayait de représenter toute la constellation de l'adoption. C'est-à-dire de montrer autant l'expérience de la mère de naissance que des personnes qui sont candidates à l'adoption, que des personnes qui travaillent justement à l'aide sociale à l'enfance, etc. Et je trouvais qu'on était déjà dans une vision beaucoup plus complexe que ce qui a pu être montré jusqu'ici, où on se centrait souvent plutôt sur les candidats à l'adoption. Généralement, celles qui disparaissent du récit sont les mères de naissance. Et donc j'ai trouvé que c'était très bien d'humaniser l'expérience de la personne qui se sépare de son enfant et de faire commencer l'histoire là, et pas juste à quelqu'un qui voudrait adopter, mais de montrer que pour que quelqu'un puisse adopter, il faut qu'une personne se soit séparée de son enfant. Mes trois inspirations de femmes noires au cinéma, en France il y a Mati Diop, donc dont moi j'adore vraiment l'esthétique, et pareil, qui a vraiment un rapport très fin au cinéma, où il y a beaucoup d'émotions, donc j'avais beaucoup aimé Atlantique. Et puis bien entendu, après en Grande-Bretagne il y a Michaela Coel, qui est une reine. Elle nous avait déjà offert Chewing Gum, donc voilà, qui était une comédie, une série très très drôle sur Netflix, etc. Mais surtout là, son chef-d'œuvre, c'est I May Destroy You, qui est donc une série sur le trauma, sur une personne qui est une survivante d'agression sexuelle, et la façon dont le récit est mené, la façon, voilà, tout, la photo, la complexité des personnages, la musique. Michaela Coel, c'est une très très grande scénariste, réalisatrice, comédienne, elle fait tout en plus, donc c'est vraiment hyper impressionnant. Et puis la dernière que j'admire beaucoup, c'est Dee Rees, qui est une réalisatrice états-unienne cette fois-ci, afro-américaine. Et elle, je l'avais découvert avec Pariah, qui était son premier long métrage de fiction, et qui était un récit coming of age story, donc d'une jeune femme noire lesbienne. Et Dee Rees, elle a vraiment un côté très versatile, c'est-à-dire qu'elle peut faire des films sur la communauté noire, mais elle a aussi fait un film vraiment sur le sud des États-Unis, etc. Elle fait vraiment plein de choses, et là elle a un nouveau film qui va bientôt sortir et qui est plutôt un peu comme de la science-fiction, etc. Donc voilà, j'admire vraiment tout. La mise en scène, elle est très très forte aussi. Et ça, voilà, ce sont les trois femmes noires qui m'inspirent dans le monde du cinéma.